Bien à vous, chers fidèles de l'émission Majuscule et Propos, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur la conférence ministérielle de la francophonie, la 46e, que Kigali vient d'abriter. Cette conférence qui a réuni les États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie était placée sous le thème « 30 ans après Beijing, la contribution des femmes dans l'espace francophone ». Et parmi les résultats de cette conférence, parmi les résolutions adoptées au cours de cette conférence, il y a un appel de Kigali, un texte ambitieux, entre autres pour renforcer la participation des femmes, reconnaître leur travail non rémunéré et intégrer la participation des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Eh bien, c'est ce thème qui va nous occuper tout au long de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Lina Rutaba. Vous intervenez dans le domaine des finances. Bienvenue à la télévision rwandaise. Merci beaucoup pour votre invitation. Avec nous également Patricia Boto. Vous êtes au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants de l'Organisation internationale de la francophonie. Un programme qui a débuté au Rwanda en 2020. Patricia, bienvenue également dans cette émission. Merci beaucoup et bonjour aux téléspectateurs. Oui, la place de la femme, le rôle que la femme doit jouer dans les pays de l'espace francophone, c'est ce qui a occupé la conférence ministérielle de la francophonie, la 46e, qui s'est tenue au Rwanda pour la toute première fois en Afrique de l'Est et au Rwanda. Et bien pour commencer cette émission, je vais vous proposer de suivre un extrait de l'allocution de la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, qui s'exprimait à l'ouverture de cette conférence ministérielle. Et puis nous allons revenir après. Cette CMF, encore plus que celles qui l'ont précédée, advient sur fond de tensions politiques au sein de notre espace francophone, comme ailleurs. Des élections contestées et sources de violence, des manifestations importantes, des mécontentements populaires, des difficultés politiques notoires, ici et là dans l'espace francophone. Soyons lucides, la contribution de l'OIF à la résolution de ces crises multiformes reste modeste, car nous sommes, nous, l'Organisation internationale de la francophonie, tributaires des politiques souveraines de chacun d'entre vous, de vos États et gouvernements. Et malgré ces limites, dont je suis bien consciente, et malgré le désordre international, la francophonie, enrichie de la diversité de ses membres, de sa capacité d'adaptation, de l'adéquation de ses mandats aux défis globaux, ainsi que de sa posture d'équilibre et de solidarité, d'écoute, est quand même parvenue à produire quelques résultats concrets et positifs. J'en viens maintenant au thème de cette CMF. 30 ans après la conférence de Beijing, la contribution des femmes dans l'espace francophone. Avons-nous vraiment pris conscience du rôle majeur que les femmes doivent jouer comme artisanes de la cohésion sociale et du vivre ensemble? Mon pays, le Rwanda, Madame la présidente de la Cour suprême l'a illustré, mon pays en sait quelque chose. Je dois ici vous faire un aveu, chaque fois que je porte le plaidoyer pour la cause des femmes, je suis stupéfaite par notre manque de clairvoyance. Ne savons-nous pas parfaitement, au-delà des discours, que le monde ne peut fonctionner sans une prise en compte pleine et juste de la moitié de sa population? Et permettez-moi d'ajouter qu'il s'agit peut-être de la meilleure moitié. Je vous exhorte à dessiner une nouvelle carte de l'espace francophone, mesdames et messieurs les ministres, plus franche, plus décomplexée, qui reconnaissent sans honte et sans préjugés le pouvoir
des femmes, aussi bien dans la prévention et le règlement des conflits que plus intimement dans l'instauration de l'équilibre dans les foyers et dans nos familles. Ne nous y trompons pas, le succès des femmes, la place qui leur revient est une entreprise conjointe avec vous, messieurs. Sans vous, la partition serait incomplète et la musique un petit peu inaudible. L'objectif de cette ministérielle est de renouveler l'engagement de la francophonie en faveur de l'égalité femmes-hommes en renforçant nos actions concrètes et sur ce sujet et nous donnons les moyens d'aller plus loin dans la recherche des résultats. Comme vous le savez, l'OIF a parcouru un long et fructueux chemin en se fixant 2 grandes priorités, à savoir l'éducation des filles et l'autonomisation économique des femmes. À cet égard, le Fonds La Francophonie avec elle, qui a été mentionné ce matin, mérite toute votre attention et vos investissements pour que nous puissions accroître le nombre de bénéficiaires et renforcer leur autonomie et les retombées positives pour leurs familles et pour la communauté francophone. Voilà, c'était la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, en procédant à l'ouverture de la 46e conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue à Kigali. Pour commencer avec vous, Patricia, vous avez participé à l'ouverture de cette conférence. Quelles ont été vos impressions? D'accord. Avant de répondre à votre question, cher Jean, oui. J'aimerais dire que je suis Patricia, je suis originaire de Madagascar et je suis volontaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Par rapport à cette conférence, j'ai été personnellement éblouie par la grandeur de cet événement oui. et particulièrement émue que cela soit déroulé pour la première fois à Kigali et que cette conférence coïncide avec ma présence en tant que volontaire de l'OIF. Plus généralement, l'ensemble des volontaires a été honoré de cette opportunité à assister à une conférence de haute envergure aux côtés de personnes influentes et inspirantes, ainsi que de hautes personnalités politiques. Oui. En outre, j'ai été particulièrement séduite par l'hospitalité rwandaise que j'ai ressentie au travers de l'ouverture offerte par le ballet traditionnel. Et par ailleurs, je rejoins totalement l'opinion de son Excellence, la secrétaire générale de l'OIF, selon laquelle les femmes représentent la meilleure moitié de l'humanité. Oui. Oui, on va y revenir. Madame Lina, vous intervenez dans le domaine des finances. Et comment voyez-vous la place des femmes dans ce domaine, dans ce secteur, dans les pays de l'espace francophone? Merci beaucoup pour cette question. Je vais également me présenter pour donner du contexte à ma réponse. Oui. Donc, je travaille dans le domaine du corporate finance, finance d'entreprise en français, depuis 4 ans ici à Kigali. Mais j'ai évolué plus particulièrement en France où j'ai étudié et travaillé également. Oui. La présence des femmes dans le domaine de la finance, car c'est celui que je connais, oui. est très importante. Les femmes sont aujourd'hui, occupent des postes importants dans les institutions publiques tout autant que privées. Oui. Et les jeunes filles sont également poussées à embrasser des carrières dans ce domaine-là. Et également, dès le plus jeune âge, avoir les opportunités qui existent. Oui. Je parle du domaine de la finance, mais je pense que cela considère aussi les autres secteurs économiques stratégiques. En France, où j'ai le plus particulièrement évolué, j'ai quand même expérimenté la moins présence des femmes dans les prises de décision. Plus on augmente dans le niveau hiérarchique des institutions, moins on voit de femmes. Oui. Maintenant que j'évolue au Rwanda, je dirais que la situation est tout inverse. Les femmes sont très représentées dans les prises de niveau de décision, oui. dans le leadership des banques, des grandes entreprises. Elles sont fondatrices de start-up et exactement dans le secteur public. Et par mon expérience ici professionnelle, dès qu'on donne aux femmes l'accès au réseau, l'accès à l'information, l'accès à l'assistant technique, elles évoluent très rapidement, voire même plus que les hommes. Donc la place des femmes, pour moi, n'est pas forcément... la femme, en tout cas, la femme a déjà la place, oui. rien ne le lui est interdit, mais
ce serait plutôt de lever les barrières qui l'empêchent d'exprimer tout son potentiel et d'être valorisé et respectée dans tout ce qu'elle réalise et tout ce qu'elle entreprend. Oui. Et bien sûr, 30 ans après Beijing, il y a un pas franchi, mais les défis persistent et nous allons y revenir. Patricia, l'appel de Kigali, ce texte qui est issu de cette conférence des ministres de la francophonie, et a mentionné un élément important, l'intégration de l'égalité dans les politiques publiques. Alors, vous êtes dans le domaine de l'éducation, le domaine de l'enseignement, et comment ces enjeux se traduisent-ils dans ce milieu concret où vous êtes, le milieu de l'éducation? D'accord. Merci beaucoup pour cette question très pertinente, Jean. Comme vous l'avez dit dans votre question, cet appel souligne l'importance que doivent avoir les femmes dans la société de manière générale. Et en tant que coordinatrice, moi, je ne suis pas affectée au sein d'un établissement scolaire, oui, mais je peux quand même vous apporter une réponse en me basant sur les données que mes collègues volontaires m'ont fait parvenir suite à leur rapport mensuel. Oui. Et globalement, permettez-moi de vous donner quelques chiffres extraits de leur rapport. En fait, près de 3 000 garçons et 3 500 filles suivent leur scolarité au sein de 48 établissements scolaires où il y a ces volontaires-là, aussi bien dans les GS, les groupes scolaires, que les TTC, les Teacher Training Colleges. Et en ce qui concerne les enseignants de français, on constate aussi une certaine égalité, une parité entre hommes et femmes. Et d'après moi, ces résultats traduisent bien la volonté précurseur des politiques publiques à mettre en œuvre cette égalité voulue par cet appel de Kigali. Oui, donc dans le domaine de l'éducation, il y a une évolution et dans le contexte concret du Rwanda où vous êtes, où vous évoluez, il y a un effort qui a été fait dans ce sens-là. Et si je reviens à vous, Dame Lina, quels sont actuellement les défis qui compromettent encore l'intégration ou bien l'inclusion des femmes dans le domaine des finances? Quels sont les obstacles qui sont encore là, qui doivent être élevés? Les obstacles sont nombreuses, mais j'en retiendrai quelques-unes qui, je pense, pour moi, sont très importantes et peuvent facilement changer le cours de la situation. Premièrement, les femmes, je dirais, sont moins représentées dans les réseaux professionnels. Quand je dis moins représentées, c'est-à-dire qu'elles sont moins visibles. Elles auront tendance à travailler dans l'ombre, à ne pas se créer un réseau, à ne pas participer à des événements. Et ça les empêche à accéder à l'information et également à accéder à du financement. En troisième lieu, ce serait la méconnaissance dans le cadre de la finance, de finance d'entreprise, de savoir les produits financiers qui existent. Particulièrement ici au Rwanda, de nombreuses institutions, que ce soit les banques de développement ou les banques commerciales, ont créé des produits financiers qui permettent aux femmes d'accéder au financement plus rapidement. Mais par la même réponse que j'ai donnée, par leur manque de visibilité, elles n'ont pas accès à cette information-là. Et pour finir, ce serait les biais de perception que l'écosystème de l'investissement a encore, où on ne fait pas encore vraiment confiance aux femmes pour gérer des projets de grande importance. Mais là, je considère que c'est plutôt aux individus, à chacun d'entre nous, de se rendre compte des perceptions que nous avons, de ne pas les reproduire, car elles ne sont pas vraies. Donc il y a une volonté politique manifeste dans le pays, mais si nous parlons de l'espace francophone en général, certainement qu'il y a aussi de nombreux défis qui doivent être levés. Alors Patricia, si on parle de l'émancipation de la femme, les droits de la femme qui doivent être reconnus, qui ne sont pas une faveur, c'est un droit inaliénable. Et est-ce que vous pensez que l'éducation a un rôle à jouer pour que les femmes, les filles, aient cette prise de conscience de leur émancipation? Oui, l'éducation a son rôle, mais je tiens à préciser aussi que les parents, surtout, doivent être mis en exergue, vu que ce sont les premiers éducateurs des enfants. Et ces parents-là font partie des pierres angulaires du développement de l'éducation.
Et dans le cadre politique, est-ce que vous ne pensez pas que les pouvoirs politiques, si nous parlons de notre espace francophone, ont un rôle à jouer pour qu'il y ait cette prise de conscience et que l'émancipation ne soit pas seulement abandonnée aux femmes? En ce qui concerne l'espace francophone, surtout la place du français, vu que c'est une langue internationale, ça représente une fenêtre ouverte vers le développement et ça favorise le développement des capacités des femmes en leadership et ça permet aux femmes de s'épanouir et d'occuper leur place dans le monde et également de prendre en charge leur avenir. Il est de bon ton d'accepter qu'elles sachent désormais, et parfois mieux que les hommes, les points principaux de l'espace public. Et le français leur permet de plus en plus, comme le Kinyarwanda d'ailleurs, et l'anglais et le Kiswahili, de mieux accéder à des sphères d'influence, d'influence autre. Oui. Est-ce que dans le domaine de l'éducation, là où vous êtes dans l'enseignement, on a des chapitres ou bien des parties qui sont capables de favoriser, de permettre aux apprenants, les jeunes filles, d'avoir cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a dans les manuels scolaires, il y a des points qui peuvent favoriser ou bien permettre aux jeunes filles d'avoir cette prise de conscience? Oui, dans le manuel scolaire, oui, sûrement, mais surtout... Ce sont des thèmes auxquels vous revenez constamment. Oui, ce sont des thèmes auxquels on revient constamment, c'est vrai. Et surtout dans les pratiques de classe des enseignants, on y intègre l'inclusion et l'intégration scolaire. Oui, pour que les filles se sentent... pour que les filles pensent qu'elles font partie intégrante de l'éducation. Oui. Oui. Et alors... nous avons parlé de la contribution de la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, mais à l'ouverture aussi, il y a une autre allocution importante que je vais vous proposer aussi. C'est celle de Mme Éléonore Carrois, c'est la ministre déléguée auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et chargée également de la francophonie et des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Je vous propose un extrait de son allocution. Nous en revenons après. Nous vivons dans un monde ébranlé par les crises qui se superposent et touchent notamment les plus fragiles de l'espace francophone. Les thèmes de notre débat général et de notre huis clos n'ont jamais, malheureusement, été aussi pertinents. Dans un monde où le multilatéralisme est contesté, il nous faut plus que jamais réaffirmer notre attachement aux enceintes de dialogue international, qui sont peut-être parfois imparfaites, nous pouvons le reconnaître, mais qui sont absolument irremplaçables. Avec une langue en partage, nous portons ensemble, au sein de la francophonie, des valeurs d'ouverture et de coopération concrètes. Ce format est parfois plus opérant pour créer des ponts et identifier des solutions que certains des mécanismes beaucoup plus complexes qui aujourd'hui sont parfois malheureusement au point mort. Je n'ai donc aucun doute sur le fait que ces 2 journées qui nous rassemblent permettront des avancées concrètes et utiles. Être à Kigali aujourd'hui, c'est affirmer notre engagement envers nos instances et leurs missions au plus près des populations. Madame la secrétaire générale, nous savons combien l'OIF agit dans cette région d'Afrique centrale. Je remercie l'OIF pour les visites de terrain qui sont organisées ce jeudi et vendredi, qui nous permettront, je l'espère, de mesurer l'impact des programmes que nous soutenons en matière notamment de formation des enseignants, de préparation des militaires engagés dans les opérations de la paix, ou encore d'autonomisation économique des femmes avec l'initiative « La francophonie avec elles ». Ces initiatives rappellent ce qu'est notre francophonie. C'est un écosystème vivant, moderne, un facilitateur d'opportunités. Je me réjouis aussi que cette CMF mette en lumière le rôle des femmes qui contribuent et dont la contribution est parfois un peu invisibilité dans ce contexte international mouvementé. La participation des femmes à des négociations augmente de plus de 20%. La probabilité d'un accord de paix dure au moins 2 ans et
et de 35% qu'il dure plus de 15... je reprends mes chiffres, c'est quand même, je viens d'arriver. La probabilité qu'un accord de paix dure au moins 2 ans est de 20% et de 35% qu'il dure plus de 15 ans si une femme est impliquée. Il en va donc de notre réussite collective et de la stabilité du monde que les femmes soient à la table des négociations. Voilà, Madame Eleonore Carrois, ministre française en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Elle vient de souligner un élément important, l'autonomisation des femmes. Et je reviens à vous, Lina, vous qui êtes dans le domaine des finances. Est-ce que vous voyez quels sont les leviers qui pourraient permettre d'accélérer cette inclusion des femmes dans le domaine des finances et surtout cette autonomisation des femmes? Très bien, merci pour la question. Donc, il en existe plusieurs et je pense que le Rwanda a été pionnier dans pas mal de ces solutions-là. Et ce sont des solutions que nous retrouvons également dans les autres pays francophones. Tout d'abord, je dirais, et j'ai mentionné dans la question précédente, les produits financiers qui sont directement ciblés pour les femmes, créés par des banques commerciales, par des banques de développement et qui sont également incités par les gouvernements à les prendre. Elles permettent aux femmes de rapidement développer un projet. Elles sont à faible coût et également les différentes procédures sont simplifiées pour elles. Donc je les encouragerais vraiment à se rapprocher de ces institutions-là car elles sont des outils de levier pour développer un projet. Ensuite, la préparation à l'investissement, c'est également ce que je fais ici au Rwanda dans une firme de conseil. La préparation à l'investissement, c'est l'aspect où, afin de proposer un projet à des investisseurs, la phase en amont où on prépare les différents documents afin de convaincre, c'est une phase très importante. Elle permet de crédibiliser son projet face à un investisseur et également d'être assez confiant quand on le présente, surtout si l'on cherche à attirer des investisseurs étrangers qui ne connaissent pas forcément les dynamiques du Rwanda. Et elle le rassure. Et enfin, je dirais les outils numériques et la technologie pour accéder aux données et à la formation. Le Rwanda a investi beaucoup dans ces outils-là et aux femmes, je pense, de les utiliser, de se rapprocher également des personnes qui pourraient les aider à les utiliser de manière efficace. Mais c'est un bon moyen pour structurer un projet, pour le gérer et pour le faire avancer également plus rapidement. Vous faites allusion au numérique. Est-ce que vous pensez que les pays de l'espace francophone, la femme est dans ces pays de l'espace francophone, est vraiment préparée à se servir de ce numérique pour accéder à ces services financiers, d'après votre expérience, ce que vous avez expérimenté ici et là dans les pays de l'espace francophone? Alors, elle y a accès, ça c'est vrai. La femme a accès vraiment aux outils numériques au même titre que tout le monde, mais sa compréhension peut-être serait limitée. Et des pays comme le Rwanda ont mis en place des institutions pour les aider à les comprendre. Et d'autres pays francophones également se rendent compte de l'importance que ça a et de la rapidité que cela peut engendrer pour les femmes pour intégrer les secteurs économiques stratégiques, comme vous avez dit. Donc oui, de l'investissement est visible sur ce sujet-là. Patricia, vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Et quelles sont les priorités pour renforcer la formation des jeunes filles on parle toujours de l'espace francophone, parce que je pense que c'est cette formation qui peut conduire aussi à l'autonomisation. Merci pour cette question, Jean. J'aimerais réitérer ce que je viens de souligner tout à l'heure, c'est l'importance de la place des parents, vu que ce sont les premiers éducateurs. Mais à part cela, je voudrais également souligner l'importance de l'accès à la francophonie pour les jeunes filles, afin qu'elles comprennent que leur voix compte, leur voix VOX, leur voix compte et qu'elle est importante. Voilà. Et il y a dans cette dynamique de l'autonomisation des femmes, il y a des obstacles qui, malheureusement, font que la jeune fille, la femme, n'est pas suffisamment appuyée. Et d'après votre expérience, vous êtes au Rwanda dans le cadre de ce programme de mobilité, mais vous
connaissez également d'autres pays francophones, surtout dans votre pays. Et peut-être parlez-nous un peu de votre expérience chez vous au Madagascar. Est-ce que la femme est suffisamment appuyée pour qu'il y ait cette autonomisation? Est-ce que la femme est suffisamment appuyée? Je pense que les lois font que les femmes sont appuyées. Mais en ce qui concerne les réalités sur terrain, il y a toujours les stéréotypes de genre, le phénomène de plafond de verre, hein, cette barrière invisible, ce plafond invisible qui empêche les femmes de pouvoir accéder à des postes de haute responsabilité. Et je pense que pour pallier à cela, on devrait passer par un changement de mentalité. Oui. Et un changement de mentalité qui concerne tout le monde. Et Madame Lina, si je vous posais la même question, d'après votre expérience, là où vous avez vécu, travaillé, et Patricia vient de mentionner la présence dans des textes juridiques, des principes qui encouragent, qui favorisent le droit de la femme. Mais il y a avoir des principes et les traduire en actes, c'est autre chose. Alors, Madame Lina, d'après votre expérience, là où vous avez vécu, travaillé, est-ce qu'on voit que ces textes qui sont de très bons textes sont traduits en actes? Qu'est-ce qui manque et comment ça se présente là où vous avez vécu? Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Et je reconnais que la régulation est très importante et elle doit se poursuivre. La mise en œuvre doit, je pense, commencer dès le plus jeune âge. Et comme le disait ma collègue ici, l'éducation est très importante. Oui. Est très importante au niveau des écoles et montrer aux jeunes enfants et aux jeunes filles que tout est possible, qu'elles ont les clés en main. Et que cela se poursuit tout au long de leur carrière et vraiment les valoriser. Les valoriser et leur montrer qu'il n'y a rien qui leur est impossible. Donc, pour moi, ce serait dès le plus jeune âge. Alors, si nous venons un peu à cette conférence de Kigali, la 46e ministérielle de la francophonie, parmi les points qui ont été soulignés par cette conférence, il y a l'intelligence artificielle et la finance climatique. Alors, je reviens à vous, Lina, vous qui êtes dans le domaine des finances. Quel potentiel voyez-vous dans les femmes de l'espace francophone, dans ce secteur-là, qui sont aujourd'hui en pleine croissance? Alors, comme vous le dites, ce sont aujourd'hui des enjeux très importants et vraiment au niveau global. Ces deux sujets-là sont aujourd'hui au cœur du dialogue. Oui. Pour les pays francophones, et je dirais même pour les femmes africaines, c'est une grande opportunité et un grand potentiel pour elles de se mettre en avant. L'intelligence artificielle, comme vous le dites, aujourd'hui nous l'utilisons tous les jours. Et je pense qu'il s'agit d'un grand moyen pour les femmes pour créer des outils qui réduisent les inégalités de genre, les inégalités sociales, et pour elles être des pionnières sur ces sujets-là. Concernant la finance climatique et la finance verte, de par mon expérience ici au Rwanda, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses femmes entrepreneurs dans les domaines de l'économie circulaire, des énergies renouvelables et de l'agriculture, qui réalisent des projets de grande envergure dans la protection de l'environnement. On a la chance également d'avoir le Rwanda Green Fund, également géré par une femme, qui propose des outils financiers adaptés. Je pense que les femmes ici au Rwanda, elles ont la chance d'être dans un pays qui est pionnier sur ces sujets-là. Donc, pour elles, de se différencier et d'être sur le devant de la chaîne, c'est un grand potentiel et une grande opportunité. Donc, il y a des outils qui sont là, qui sont destinés à aider les femmes à avoir accès à ces secteurs qui sont en pleine croissance, comme on le disait. Exactement. Et ces outils-là continuent à être améliorés. Ici au Rwanda, les différentes institutions publiques ou privées cherchent à adapter ces produits au mieux, et je pense que c'est une grande chance pour elles. Et nous parlons donc de l'intelligence artificielle. Patricia, je ne sais pas, avec votre programme de mobilité des enseignants, vous êtes dans la carrière d'enseignement, et comment est-ce que vous vous comportez avec
et ces outils numériques avec l'intelligence artificielle, est-ce que vous en servez dans vos leçons que vous donnez, dans l'enseignement et que vous administrez auprès des jeunes apprenants? Vous servez de l'intelligence artificielle, vous profitez de cette évolution technologique? Oui, merci pour cette question, Jean. J'aimerais préciser de nouveau que je suis coordinatrice, mais je vais répondre par rapport aux réalités de terrain de mes collègues, les 48 autres volontaires. L'intelligence artificielle cohabite avec nous, on ne peut pas ne pas l'utiliser. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et d'ailleurs, ça fait partie des programmes de formation qui sont proposés par l'OIF, la formation sur l'intelligence artificielle. Est-ce que nous les utilisons dans nos cours? Bien sûr. Mais vu que c'est artificiel, c'est à nous de mener notre cours d'abord, de faire nos propres fiches de préparation et de recourir à l'intelligence artificielle pour les supports, pour les affinements, également pour nous tendre plus d'innovation, plus d'idées innovantes, afin que les cours correspondent aux réalités de l'ère actuelle, qui est l'ère du numérique. Oui. Oui. Donc les leçons doivent aussi être adaptées au contexte précis. Effectivement. Et d'ailleurs, nous utilisons la plateforme enseignertv5monde.com et aussi celle qui s'appelle La Digitale. Et il y en a encore, mais nous n'aurons pas assez de temps pour citer toutes ces plateformes-là. Oui. Et pour revenir sur votre question, effectivement, nous recourons à l'intelligence artificielle, mais d'abord, nous mettons en œuvre notre expertise et l'intelligence artificielle vient en guise de support pour améliorer nos cours. Oui, bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir largement à ce programme précis de mobilité des enseignants et le travail des volontaires de l'OIF. Ici au Rwanda, on aura une autre occasion pour en parler en long et en large. Mais alors, parlant de cette conférence toujours de la francophonie, et de quoi, d'après vous, Patricia, de quoi la francophonie a-t-elle besoin pour passer des paroles aux actes dans la formation et le développement de la femme, ces droits de la femme qui doivent évoluer comme nous le disons? D'accord. Oui, merci pour cette question. Je pense que la francophonie devrait s'appuyer sur la société civile qui regorge de projets innovants et qui regorge d'initiatives pour émanciper les femmes. Et d'ailleurs, à ce sujet, permettez-moi d'illustrer en citant le programme de l'OIF, la francophonie avec elle. Oui. C'est un fonds qui a été mis en œuvre lors de la pandémie de Covid-19. Oui. Donc, oui, il faudrait s'appuyer sur les sociétés civiles et mettre en place des actions concrètes, comme celle que je viens de citer tout à l'heure, la francophonie avec elle, qui est initiée par l'OIF. Oui. Et alors, je reviens à vous, Lina. D'après vous, que faudrait-il faire pour favoriser l'accès des femmes aux finances dans un contexte où, malheureusement, comme nous l'avons suivi dans les différentes allocutions, les inégalités persistent dans le monde, non seulement le monde francophone, mais aussi dans le monde en général, il y a des inégalités qui persistent. Alors comment est-ce qu'on peut favoriser, qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser l'accès des femmes aux finances, qui est votre domaine? Très bien, merci beaucoup. Donc je parlerai dans le contexte où je suis aujourd'hui, ici au Rwanda. Donc comme je le disais précédemment, le Rwanda a déjà beaucoup fait et continue à faire beaucoup pour tout ce qui est de l'inclusion financière des femmes, au travers des banques commerciales, au travers des banques de développement, au travers des différentes institutions publiques. Donc je dirais vraiment aux femmes de se pousser à y aller, d'aller vers ces institutions-là, d'aller rechercher l'information, car elle est là, elle est disponible et ne pas s'en priver. Ce que j'aimerais surtout rajouter, ce serait parler ici à nos jeunes
jeunes femmes francophones, rwandaises et également d'autres pays. Africaines, exactement. Francophones. Exactement, de tous ces pays-là, de se dire que nous sommes entourés de modèles féminins de grande envergure. Ici au Rwanda, en tout cas, et dans mon domaine, au niveau des leadership féminins, il y en a de grand nombre. C'est une grande fierté, une grande inspiration. Au niveau des ministères, au niveau des banques. Oui, en passant, comme on parlait de la conférence ministérielle de la francophonie, à l'ouverture, il y avait la présidente de la Cour suprême, c'est une dame. Exactement, donc vraiment, comme vous le dites, nous sommes entourés de figures féminines, de modèles féminins qui nous apprennent beaucoup, et quand on a la chance de les rencontrer, de discuter avec elles ou de les lire, c'est en soi une source énorme. Une inspiration peut-être. Une inspiration, exactement. Vous avez le mot. Donc j'inciterai à ces femmes-là et à ces jeunes filles-là d'aller à leur rencontre, d'aller s'en inspirer et de se rendre compte que tout est possible. En tout cas, quand on y croit et qu'on y travaille, rien ne leur est impossible. Alors Patricia, sur ce même thème des inégalités, ces défis qui handicapent encore l'éclosion des droits de la femme, ces inégalités dont on a parlé à cette conférence, les inégalités du genre, on observe dans les pays de l'espace francophone les disparités dans la représentation des filles et des femmes. Et comment est-ce qu'on peut, à partir de l'éducation, faire pour qu'on puisse limiter ces inégalités ou bien les supprimer tout court? D'accord. Vous pensez que l'éducation a quelque chose à faire là-dedans? D'accord. Oui, bien sûr. Ça doit passer par l'éducation. Et si j'entre un peu dans les détails, sur les consignes, par exemple, si on donne des exemples, par exemple, un exemple de phrase en français, on ne dirait pas, je dirais un prénom féminin, Marie fait la vaisselle, ou bien Koutou, Koutou c'est un prénom malagasy masculin, Koutou cherche du bois à chauffer, quoi. Il faut pas mettre des phrases, il faudrait pas faire des phrases qui déjà sous-entendent ce stéréotype de genre. Donc au niveau des consignes, il faudrait déjà faire ça de façon inclusive, sans sous-entendu de stéréotype de genre. Et aussi par rapport aux uniformes, par exemple, l'uniforme scolaire, si tout le monde met sa blouse, par exemple, son uniforme scolaire, on ne verrait pas de différence vraiment au niveau de cette différence de genre-là. Vous pouvez me rappeler un peu Oui, déjà, question? On voit que dans la culture, si nous parlons de notre culture africaine, et on voit qu'il y a déjà des stéréotypes qui... Et au lieu de diminuer les inégalités, plutôt les encourage, comme l'exemple que vous venez de donner. Est-ce que vous pensez que l'éducation peut contribuer à en finir avec ces stéréotypes qui, malheureusement, se manifestent encore ici et là dans notre espace francophone? Oui, effectivement. Il faudrait également renforcer les cours d'éducation civique, les cours de civisme, plutôt, de civisme, pour montrer... aux enfants qui seront la génération, qui seront notre futur. Et si à l'école, on leur dit déjà que nous sommes pareils, nous sommes égaux, eh bien, ils changeront d'eux-mêmes leur mentalité, quoi. Ils n'auront pas ce stéréotype parce que ce sont nous, les adultes, qui leur montrons les exemples. Hein. C'est nous qui faisons, c'est nous leur modèle, quoi. Alors, si nous, en tant qu'enseignants, on leur montre, par rapport à cela, si on leur montre que les filles et les garçons ont les mêmes droits, par le biais de cours de civisme, comme je viens de dire, ou par le biais de pratiques de classe que font les enseignants, eh bien, j'ai la ferme conviction que cette génération d'enfants, 15 ans plus tard, sera une génération sans stéréotype de genre. Oui, une génération qui ne va pas vivre ces inégalités qui malheureusement se manifestent encore. Et Madame Lina, vous qui êtes dans le domaine des finances, est-ce que quand vous
vous voyagez ici et là où vous travaillez, ce travail de conseil que vous faites, est-ce que vous pensez que la voix des femmes est suffisamment entendue dans ce domaine des finances? Merci beaucoup pour la question. Donc, dans le domaine du conseil, il est vrai, la femme est aujourd'hui très présente. Ici au Rwanda, dans l'entreprise où je travaille, nous sommes, je pense, plus de 60% des effectifs. Est-ce qu'elle est entendue? Je pense qu'il y a encore des améliorations à faire. Oui. Comme je le disais, il y a encore des barrières à enlever, qu'elle se sente valorisée, qu'elle se sente respectée dans les décisions qu'elle prend. L'éducation, je pense, a un grand rôle à jouer, mais je pense que nous aussi, les femmes, en travaillant ensemble et en montrant que c'est possible, nous, je pense, pourrons faire la différence. Ouais. Et si nous revenons à la francophonie, des valeurs qui sont prêchées par la francophonie, bien sûr, il y a des disparités dans les pays de l'espace francophone. Nous sommes aujourd'hui 90 États, et dans ces États, les droits de la femme sont perçus et vécus de manière différente. Et Patricia, si vous appuyez sur votre expérience, est-ce que ces valeurs de la francophonie sont comprises et prêchées de la même manière dans les pays de l'espace francophone en ce qui concerne l'égalité du genre? C'est une très bonne question. Les valeurs de la francophonie, de l'égalité surtout. En fait, ça ne peut pas être perçu ni concrétisé de la même façon, vu que nous sommes, vous venez de le dire vous-même, que nous sommes nous sommes nombreux, quoi. Nous sommes 90 États. 90 États, donc 90 façons de penser, 90 conceptions des choses, quoi. Donc on ne peut pas dire que c'est la même façon de réaliser les pratiques de l'égalité des genres, mais quand même on voit quand même plusieurs femmes qui tiennent des places importantes dans l'espace francophone. Donc je pense que c'est en cours de réalisation et on peut avoir l'espoir que d'ici 2030, les femmes, les compétences des femmes ne seraient plus une question à poser, mais une réalité évidente. Alors Patricia, peut-être si vous nous donniez l'expérience de votre pays, Madagascar, comment ça se passe? La femme est représentée dans les instances de prise de décision. Comment ça se passe un peu chez vous? Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont des directrices régionales de l'éducation nationale. Oui, et par rapport dans le domaine politique? Dans le domaine politique aussi, il y a une parité qui est respectée entre les hommes et les femmes. Oui, donc je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie de la mise en valeur de l'égalité des genres. Et sur s'il y a parité, égalité hommes et femmes, dans les textes juridiques, dans la législation, est-ce que dans la pratique, on voit que la mentalité aussi évolue chez les citoyens ordinaires? Effectivement, la mentalité évolue parce que on voit les réalités dans les autres pays et on s'en inspire pour avoir une force mentale comme celle qu'ont les 3 femmes ou 4 femmes inspirantes qui ont été invitées lors de la 46e conférence des ministres. Oui, donc plus on est ouvert vers le monde par le biais de la technologie, plus on voit les réalités des autres pays et plus on acquiert cette force au niveau de la mentalité. Oui. Et est-ce qu'on ne voit pas peut-être ces mentalités dépassées qui considèrent la femme comme toujours inférieure? Ça ne se manifeste pas chez vous?
Ah, je dirais pas, je tendrai pas ma main au feu pour dire que ça ne se manifeste pas, parce que, comme je vous ai dit, ça dépend des personnes, ça dépend des mentalités, mais globalement, on voit quand même une immense évolution, une émancipation des femmes et le respect surtout de l'égalité des genres et le fait que les femmes s'affirment et que quelquefois ce ne sont pas vraiment les différences biologiques qu'on voit, mais les différences de compétences. Donc c'est surtout les compétences qui sont mises en jeu et non pas vraiment cette différence au niveau des genres. Et pour terminer avec vous, Patricia, compte tenu de ce que vous observez ici et là dans les pays de l'espace francophone, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste et que d'ici peu, et le rôle de la femme ne sera plus un débat à faire, mais une réalité qui s'impose? On peut être optimiste d'ici peu? Oui, on peut être optimiste d'ici 2030, oui. Je m'allie un peu au rendez-vous qu'on se donne par rapport aux objectifs de développement durable. Oui. Oui, avec vous également, Mme Lina, pour terminer notre émission. Et à la lumière de ce qui se fait, nous avons parlé de la conférence ministérielle de la francophonie, d'autres places, d'autres débats qui se font ici et là. Et compte tenu de votre expérience, et à la lumière de tout ça, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste et que d'ici peu, la femme sera, plus qu'elle n'aurait aujourd'hui, manifestée pleinement dans le domaine des finances, œuvre pour son autonomisation? Pensez qu'il y a lieu d'être optimiste et que la situation va s'améliorer sensiblement? Alors, je pense que oui. Je pense qu'il faut être optimiste. Parce que les bases sont là pour être optimiste? Les bases sont là pour être optimiste. Les bases sont là vraiment. Je pense que les nouvelles technologies sont un moyen pour les femmes de vraiment rattraper ce retard-là. Et puis surtout, comme disait Mme Mushikiwao, 50%, on ne peut pas se priver de 50% d'une population dans un développement économique. Donc, il faut être optimiste parce que c'est un enjeu pour l'ensemble des pays et l'ensemble du monde francophone. Oui. Et en tout cas, merci à nos invités. Madame Lina Rutaba, vous êtes conseillère en transactions. Et à vous également, à Boto Patricia, vous êtes au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et merci à toutes deux d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos, merci d'avoir été avec nous. Jean Damascène Manichime, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de notre émission Majuscule Propos. Prenez soin de vous. La télévision rwandaise est toujours à votre compagnie.